Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un monde de bulles, la seule émission intergalactique entièrement dédiée, dévouée, consacrée au 9e art, à la bande dessinée, à l'ensemble des univers graphiques et aujourd'hui à la Bretagne. Nous nous sommes effectivement rendus au festival de bande dessinée de Perros-Guirec. Nous y avons rencontré les auteurs phares de cette édition 2011, Régis Loisel, Jean-Pierre Gibrat et sans plus attendre, le local de l'étape, Bruno Le Floch. Alors c'est parti pour de nouvelles aventures d'un monde de bulles. Bruno, bonjour. Bonjour. On est dans un lieu assez exceptionnel, à quelques encablures du centre de Perros-Guirec. Tu connaissais ce lieu? Oui, j'étais déjà venu, oui. Oui, j'ai fait une petite visite une fois en hiver. Le temps était tout à fait différent de celui-ci, évidemment. Non, mais c'était, oui, je connaissais, oui. C'est le genre de paysage qui t'inspire, toi, pour la création de tes bandes dessinées? Pas précisément celui-là, mais enfin, tout ce qui s'y rapporte, évidemment. Enfin, et puis les paysages, c'est plein de choses. C'est la lumière, c'est pas simplement que des objets ou que des cailloux ou des phares. C'est aussi le mouvement de la mer, c'est les nuages, c'est la lumière, c'est le temps qu'il fait. Alors évidemment, ça m'inspire, évidemment. Je suis né dans un paysage pas tout à fait semblable, enfin, mais très très proche. J'habite un petit peu plus loin, vers l'ouest. Tu es ce qu'on appelle un local. Oui. La Bretagne, est-ce que c'est une terre de bande dessinée? Est-ce que c'est vraiment propice à devenir un auteur de bande dessinée? Ah, je crois, oui. Alors bizarrement, je crois qu'on s'est posé la question plusieurs fois avec plusieurs auteurs, parce qu'il y avait une exposition il n'y a pas très longtemps qui réunissait les auteurs de bande dessinée, les illustrateurs et tout ça, et ça faisait un nombre considérable d'auteurs bretons, ou nés en Bretagne, ou étant venus vivre en Bretagne pour pouvoir travailler. Et je sais pas, c'est une terre de mystère sans doute, de légendes, extrêmement vivante en plus. Enfin, je veux dire, il y a toute cette vie là tout autour, ce temps, ces hivers très longs aussi parfois, et qui sont peut-être propices à l'introspection, au rêve et à travailler sur l'imaginaire, oui, sans doute, oui. Bruno sort ces jours-ci Chroniques d'Outre-mer, donc aux éditions d'Argo. 2 ans après l'album Saint-Germain. Alors j'ai l'impression que tu as tout changé. Une nouvelle fois, tu t'es fait plaisir, une sorte d'évolution, de peut-être révolution pour toi. Et en même temps, je trouve qu'il y a un rapport entre les deux albums, les deux histoires. C'est l'histoire d'un voyage. Est-ce que c'est vraiment ça, ces 2 voyages? Et en même temps, pour toi, c'est totalement différent le nouvel album? Ils sont tous différents, tous mes albums sont différents. Le premier, c'était la construction d'un phare, on est tout près d'un phare ici. Le second, c'était raconter quelques semaines dans les tranchées pendant la guerre de 1914. Saint-Germain, c'est une espèce de road movie d'une histoire d'amour d'un jazzman. Et là, maintenant, on repart au tout début du siècle, pendant la Première Guerre mondiale, et on va aller jusqu'au Mexique, on va aller jusqu'à la Révolution mexicaine, après, plus tard. Et tout ça, donc ils sont tous différents, mais parce que je fonctionne à ça, moi. Je fonctionne à ma propre curiosité. C'est ce qui m'anime. C'est un sujet qui me plaît, que je veux gratter, que je veux. Donc, je lis plein de bouquins, je consulte tout ça. Enfin, donc, c'est ma propre curiosité qui anime tout ce travail-là. Voilà, je fonctionne à ça. On va partir sur un bateau, on va traverser les mers, les océans. L'intrigue peut paraître évidente au début, puis il va y avoir plein de rebondissements. Oui. Et puis il y a cette période particulière de la Première Guerre mondiale. J'ai l'impression que tu prends autant de plaisir vraiment, toi-même, à partir dans ces planches, dans cette histoire, que le plaisir finalement que tu essayes de nous donner. Hein. Ah oui, moi je prends plaisir, évidemment. C'est formidable de pouvoir s'offrir ça, de pouvoir. On est assis à sa table à dessin, et puis on part, on fait des voyages absolument incroyables. Dans le 2e album, je m'offre plusieurs pages de tempête, simplement de tempête. C'est un vrai cadeau. Moi, je me fais ce cadeau-là, de pouvoir peindre des tempêtes, jouer avec les couleurs, et le bateau qui bascule bord sur bord. C'est extraordinaire. Et tu as besoin de te mettre dans des ambiances particulières. On est quand même Première Guerre mondiale, on va traverser les océans, et toi, tu es dans ton atelier, sur ta planche à dessiner. Comment on se met dans cette ambiance-là? C'est une capacité à se concentrer. J'adore ça. Quand je dessine et qu'il fait une séquence où il fait froid, j'ai froid pour le personnage.
Le même personnage ne sera pas dessiné de la même façon, marchant sous la neige et en plein soleil, par exemple. Il aura une attitude complètement différente. Donc il y a toute cette concentration là qui permet de vivre les personnages, de les vivre de l'intérieur, pour ressentir les choses. Et ça, c'est tout mon travail quand je faisais du storyboard d'animation. C'était exactement ça. Il faut ressentir les choses il faut être dans le personnage, il faut être un acteur finalement de ses propres personnages et de ressentir l'espace dans lequel on se trouve tout autour. Et moi, je travaille beaucoup avec les couleurs sur mes albums. Comme ça, on passe d'une ambiance à l'autre. Pour moi, c'est extrêmement important, pour moi d'abord, puis bon, j'imagine que ça l'est pour le lecteur après, mais d'être plongé vraiment dans une ambiance, vraiment, avec la chaleur, le froid, c'est très important, oui. Merci beaucoup Bruno. Merci. Nous avons quitté quelques instants Perros-Guirec et son festival de bande dessinée. Nous sommes à quelques kilomètres de là, à Étable-sur-Mer, sur cette plage magnifique et vraiment unique. On va partir bien plus loin maintenant pour une autre aventure, direction les 40e Rugissants et même au-delà pour les îles de la Désolation. Un voyage hors norme qu'a pu effectuer l'auteur de bande dessinée Emmanuel Lepage. Il en a écrit un livre, une bande dessinée aux éditions Futuropolis, un sujet signé Nicolas Béard et Yannick Grassi. Kerguelen, Saint-Paul, Crozet, les îles des terres australes, des territoires isolés aux confins du monde, perdus au milieu de l'océan, longtemps appelés les îles de la Désolation. Pendant plusieurs semaines, Emmanuel Lepage embarque à bord du Marion Dufresne pour une expédition qui l'emmène au-delà des 40e Rugissants. La seule expérience que j'avais avait été de passer 10 jours sur un bateau aux îles Galapagos. Alors les îles Galapagos, c'est l'océan Pacifique, c'est plutôt des mers chaudes et ça bougeait pas trop. Donc voilà, est-ce que je peux dire que j'avais pris la mer à ce moment-là? Parce que je pense que la vraie mer pour les marins, effectivement, c'est quand ça bouge. Et là, en l'occurrence, c'était une expédition dans les 40e Rugissants, entre les 40e et les 50e Hurlants. Donc là, c'était, je pense, de la vraie mer. Voilà, celle qui bouge, celle qui nous fait nous décrocher le cœur. Entre récits et carnets de voyage, Emmanuel Lepage a croqué tout ce qu'il a vu. La nature hostile, la faune, la flore de ces îles inhospitalières, inhabitées, son mal de mer, la vie à bord du bateau, son équipage aussi, dans des conditions souvent impossibles. Je me suis rendu compte très vite que j'avais beaucoup de mal à dessiner avec des creux de 7-8 mètres. Ça a été aussi les conditions climatiques, c'est-à-dire le vent, la pluie et le froid. La pluie et le froid, encore, on peut le gérer. Ce qui est beaucoup plus difficile à gérer, c'est le vent. Parce que le vent nous emporte. Je sais que quand je dessinais à bord du bateau, par exemple, ma grande angoisse, c'était de voir le carnet partir à l'eau. De retour chez lui, Emmanuel réalise cet album, vite, en 5 mois, comme pour exorciser. Il envisageait un opus de 80 pages, il en fera le double. Ce qui est très curieux avec ce livre, c'est que je l'ai fait au fur et à mesure, sans savoir où j'allais. Un petit peu comme un voyage, en fait. On sait par où on va passer, on ne sait pas comment on va y aller. Et c'est un petit peu ça, ce livre. C'est un nouveau voyage, c'est une sorte de puzzle. C'est invraisemblable, mais extrêmement excitant à construire. Je crois que je ne me suis jamais autant amusé à faire un livre. Je me suis appuyé sur le dessin pour faire l'histoire. C'est ça qui est très curieux. D'habitude, on écrit le scénario, qui est quand même bien cadré, bien défini, et on va dessiner là-dessus. Tandis que là, j'avais les images, j'avais donc tous ces croquis, j'avais ces grandes illustrations qui étaient la première chose que j'ai faite. Et la bande dessinée est venue vraiment après. Elle s'est faite au fur et à mesure. Au croquis réalisé tout au long du voyage, Emmanuel Lepage y ajoute l'histoire de Saint-Paul, de Kerguelen, du temps des explorateurs. Il évoque ses souvenirs, son enfance en Bretagne et les légendes des marins entendues ça et là. J'étais en plus bercé en fait beaucoup quand j'étais enfant par les récits d'aventure, que ce soit Stevenson, que ce soit Faulkner, Tintin, beaucoup. Et j'avais pas d'image en fait, j'avais juste un nom.
voilà, perdu, un nombre breton perdu dans cette immensité bleue. C'était pour moi la terre la plus isolée au monde. L'Afrique du Sud est à 4000 km, l'Australie doit être à 5000 km. Au milieu, il y a cette terre-là. En fait, c'est cette opportunité de partir là-bas qui a reconvoqué en fait, tous ces souvenirs. En fait. En 160 pages, Emmanuel Lepage raconte les terres australes, la vie des scientifiques qui y vivent, les techniciens, les militaires, toutes les rencontres qu'il y fait. Mais surtout, le quotidien des membres de l'équipage et les liens qui les unissent. Cet univers en fait, communautaire m'a extrêmement intrigué parce que je trouve que c'est quelque chose qui est exceptionnel. C'est un monde où l'argent ne circule pas, c'est un monde où il n'y a pas Internet, il n'y a pas le portable. Enfin, tout ce qui régit notre quotidien n'existe pas là-bas. C'est des complicités en fait, qui se passent souvent de mots. Donc il y a une solidarité très très forte. On a quitté les terres australes d'Emmanuel Lepage. Très très beau voyage que vous a conté Nicolas Béard et Yannick Grassi. Direction désormais le festival de bande dessinée de Perros avec l'un des acteurs majeurs depuis plusieurs décennies, c'est Régis Loisel. Régis, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans un lieu, on peut le dire, exceptionnel, tant au niveau géologique que le plaisir, on en prend plein les yeux, plein les mirettes. C'est un lieu que tu connais bien. Oui, parce que j'ai vécu 7 ans à Perros-Guirec, donc c'est effectivement un lieu que je connais assez bien. Mais est-ce que ça veut dire que tu es un vrai breton ou un breton d'adoption? À la fois les deux. Mon père je suis un demi-breton par mon père est donc breton du côté de Rennes, et d'adoption, effectivement, parce que j'ai vécu 7 ans ici, quoi. Donc, est-ce que je me sens breton pour autant? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que je me suis bien plu ici, et puis voilà. Puis depuis, je suis parti à droite, à gauche, et je vis maintenant au Canada. Le festival de bande dessinée de Perros-Guirec, t'es pas non plus inconnu, hein, on peut le dire. Disons que mes petits camarades et moi-même, donc c'est-à-dire Jean-Charles Crène et Laurent Vicomte qui habitent, enfin Jean-Charles habite toujours à Perros-Guirec, Laurent Vicomte lui habite du côté de Nîmes. On est un petit peu à l'origine de ce festival. Je dis bien à l'origine parce que ce sont les gens de la mairie qui s'occupent du festival, de l'organisation du festival. Nous, ce qu'on avait, c'est un bon carnet d'adresses. Donc on a pu leur faire venir les meilleurs auteurs sur le festival. J'ai venu, je crois, les plus grands auteurs, de Giraud jusqu'à Gibran. Oui, voilà, l'essentiel. Hein. L'essentiel. Régis, où est-ce que t'en es aujourd'hui de tes sorties bande dessinée? Je sors donc une bande dessinée maintenant tous les ans, ce qui était quand même assez rare, et ça depuis maintenant 7 ans. C'est quelque chose que tu t'es imposé? Non, c'est-à-dire imposé, oui et non, parce que je travaille donc sur Magasin Général avec mon petit camarade Jean-Louis Tripp. Donc on fait ça à deux, à la fois le scénario et le dessin. Logiquement, on doit mettre 2 fois moins de temps. 6 mois pour ma partie, et puis Jean-Louis qui me colle au basque, lui aussi c'est un petit peu 6-7 mois, lui, ouais. Un petit peu plus, quoi. Voilà. Donc c'est un album par an, parce qu'on s'est dit que cette histoire au départ devait faire 3 albums, donc on allait régler ça en 2 ans, hein, c'était bon. Et puis en fait, on n'arrive pas à se dépatouiller de tous ces personnages, et du coup là je suis en train de faire le 7e, qui sortira donc, normalement qui sort à la fin de l'année, enfin en octobre, en général c'est toujours octobre. Et il y en aura un 8e, et après ce sera fini. T'es sûr? Je le souhaite de tout mon cœur. C'est vrai parfois, allez on va le dire, t'en as ras-le-bol tes personnages, t'as Bien envie de leur sûr. dire bon, allez on va refermer la BD, là c'est fini. Ouais, mais je me méfie en disant ça parce que les gens, les lecteurs, beaucoup de lecteurs pensent que parce qu'on en a ras-le-bol, on va bâcler le travail. Absolument pas. Enfin, en ce qui me concerne, moi, pas du tout. Je ne me suis pas emmerdé de travailler pendant 7 ans pour bâcler le 8e album et pour décrédibiliser tout le reste de la série. Évidemment, c'est un mauvais calcul. Non, c'est simplement qu'on a envie de changer d'univers, j'ai envie de changer de personnages, effectivement, et puis de retrouver d'autres intérêts ailleurs, quoi. Hein. Bon Régis, merci beaucoup.
Ah ben, ce fut un plaisir, donc merci aussi. Et puis, à bientôt. J'espère. Pour d'autres aventures sous le soleil breton, peut-être. Hein. Il faut espérer, Voilà. c'est assez rare, mais c'est bien. Ça devient une tradition. Hein, on va belle espérer. Salut Merci. Régis. Sur cette plage bretonne, à quelques kilomètres de Perros-Guirec, je pense, j'imagine même que Brassens aurait aimé écrire quelques vers et puis peut-être pousser la chansonnette tant l'endroit est pétri de poésie. En tout cas, Brassens est toujours d'actualité. Il a ses fans, comme Johann Sfar, l'auteur de bande dessinée et désormais cinéaste à succès. Johann Sfar qui est commissaire d'une exposition consacrée à Georges Brassens. Lise Pressac est allée le rencontrer. Ces chansons sont dans toutes les têtes. Georges Brassens, monument de la culture musicale française, mort il y a 30 ans, aurait eu 90 ans cette année. Le dessinateur Johann Sfar s'adresse ici aux enfants qui ne l'ont pas connu et aux plus grands qui pensaient bien le connaître. L'idée, c'est de le rendre intemporel, de se dire que notre génération, on se souvient surtout d'un vieux monsieur en col roulé, mais là, moi, je m'adresse surtout aux gamins qui ne savent même pas qui c'est. Et je crois que c'est assez facile pour un enfant de classer Brassens dans la même famille que Jean de La Fontaine ou que Molière ou que des personnages qui lui font bien aimer son pays parce que c'est un pays qui se définit plus autour d'une langue, autour d'une manière d'être un peu revêche face aux uniformes, aux institutions, à tout ça. Les sanglots longs des violons de l'automne. On découvre un Brassens jeune, séduisant, qui ne savait pas encore quel avenir l'attendait. Mon cœur d'une langueur monotone. À un moment, j'ai mis le nez dans ces lettres à Toussaint, donc le moment où c'est un Brassens qui a 10 ans de moins que moi aujourd'hui, qui ne sait pas encore qu'il va être chanteur, et qui écrit à son copain à quel point il est fauché, à quel point il ne veut pas faire un vrai travail, il veut écrire des choses, il ne sait pas exactement quoi. Et cette énergie-là, j'ai bien aimé la communiquer, parce que je me dis qu'elle peut parler à beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qui voudraient devenir, je ne sais pas, romancier, artiste, cinéaste, j'en sais rien. Mais voir ce type qui ne sait pas où il va, mais qui sait qu'il y va, avec une espèce de colère, avec ça m'a paru très intéressant à dessiner. Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Texte de chansons de Georges Brassens d'un côté, dessin de Johann Sfar de l'autre, deux univers pas si étrangers. Visuellement, il y a un désert sur Brassens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jolies images sur lui. Et ensuite, parce que tout ce qu'il écrit raconte des histoires. Il y a toujours un père et son fils, un mec et la nana qu'il aime, un mari cocu. Alors tout ça, ça se dessine beaucoup et il y a des idées. Et les idées en bande dessinée, ça passe très bien. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Moi, à dessiner, il m'est venu tout de suite. Je me demandais jamais si j'allais le faire ressemblant ou pas. Et j'ai essayé de ne pas avoir de système pour le dessiner. Donc il y a des fois il est en chat, des fois il est jeune, des fois il est vieux, les yeux n'ont jamais la même forme, le nez non plus. J'essaye de le systématiser le moins possible et de toujours me dire que c'est lui. Et alors des fois je perds complètement la ressemblance, mais c'est pas grave. Et des fois je la retrouve. Leur seul luxe ici-bas. Illustrer ses chansons, c'est s'exposer dans chaque chanson à dessiner ou un squelette ou une femme à poil. Donc c'est très amusant à dessiner, c'est un monde dans lequel je me sens bien. La femme qui possède tout en elle, pour donner le Grand amoureux de la langue française, Brassens est un fin connaisseur de la poésie. Chanteur, populaire, il avait coutume de dire qu'il écrivait pour les concierges cultivés. La femme est avant tout sentimentale. Ça, c'est curieux de voir à quel point il avait presque honte de connaître autant et la philosophie et la littérature classique et la poésie, parce qu'il ne voulait pas passer pour un cuistre ou pour un prétentieux. Et en même temps, il est tellement pétri d'écriture, il connaît tellement tout ça, que ça ressort dans ce qu'il écrit. C'est-à-dire qu'il y a une stance de Brassens, il y a une manière de construire des vers et tout ça. Donc c'était un autodidacte, mais c'était un autodidacte furieusement cultivé. Je crois qu'il ne se prenait pas beaucoup au sérieux. Je pense qu'il prenait très au sérieux l'écriture, le temps qu'il fallait pour écrire une chanson, ça c'est important.
Je crois qu'il avait un rapport au travail très particulier, c'est-à-dire que même très malade, il allait faire ses concerts et on lui donnait des piqûres pour qu'il puisse jouer ses chansons. Donc lui qui prétendait détester la scène, il ne la détestait pas tant que ça, il était timide, mais il allait quand même sur scène. Je sais pas, moi il me fascine de manière presque amoureuse d'ailleurs. On a eu envie que les nanas sortent de l'expo en se disant ah ouais on l'aime bien, mais au sens où on aimerait bien un type qui peut vous attraper par la taille, quoi. Il a vraiment ce côté-là. En vertu de quel pouvoir injuste que nous sommes, vous refuse-t-on les droits que l'on accorde aux hommes, comme d'aller se faire enculer. De retour de Paris pour cette exposition consacrée à Georges Brassens, dont l'un des commissaires est désormais le fameux Johann Sfar, cinéaste et auteur de bande dessinée. On va continuer nos aventures ici à Perros-Guirec, à la rencontre d'un monument de la bande dessinée du 9e art, c'est Monsieur Jean-Pierre Gibrat. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce lieu d'exception. C'est exactement ce que je pensais. Hein, un lieu que tu n'as peut-être pas encore mis dans tes ouvrages. Mais j'ai failli. Ah ouais? Oui, exactement. Là, pour Matteo, il se trouve que la première version du scénar, la toute première version, ça se passait en Bretagne. Parce que j'avais envie de dessiner la Bretagne. Et puis les impératifs de l'histoire, de l'efficacité, par rapport à l'Espagne, parce qu'il va se retrouver après dans la guerre d'Espagne. Enfin voilà, géographiquement c'était beaucoup plus compliqué de faire démarrer l'histoire en Bretagne. Donc j'ai laissé tomber et donc ça démarre à Collioure. Voilà. Mais j'y pensais et j'ai failli dessiner la Bretagne dans un moment, il y a quelques années de ça, sur un scénario de Jean-Claude Forest. C'était une histoire qui s'appelait « Il faut le croire pour le voir » et ça se déroulait ici, enfin en Bretagne, pas forcément ici, mais en Bretagne. Donc finalement, tu as un vrai lien d'attache avec la Bretagne. Oui, si on peut dire, je le prouve en ne la dessinant jamais. Voilà, hein, c'est un désir un peu frustré. Ben oui, mais c'est un côté Cyrano, quoi. Voilà. Jean-Pierre, tu es quand même invité d'honneur donc, du festival de Perros-Guirec. Est-ce que lorsqu'on est auteur de bande dessinée, c'est important, un peu, je vais dire, une sorte d'honneur, de décoration, de prix? Mais pas que ça. Il y a la Mercedes de fonction, il y a le 3 pièces offert par la municipalité. Il y a quand même des choses qui... Tu peux garder 2 ans, c'est ça? Ouais. Non, mais je plaisante. Mais bien sûr, oui, c'est toujours rigolo parce que il y a des festivals où on est invité une première fois, une deuxième fois, puis la troisième fois on est invité d'honneur. Après on se dit bon après on sera plus invité. Oui, c'est fini. Il y a plus de ils auront plus de raison, quoi. Sauf si tu es invité ad vitam aeternam. C'est pas possible non plus. Alors dans Matteo, cette nouvelle histoire, nouvelle série, le tome 2 est sorti, tu travailles sur le tome 3. Je comprends que tu puisses créer les personnages par rapport peut-être à des gens que tu as croisés un jour, mais tout le cadre historique, tout le cadre géographique, comment il vient? Est-ce qu'il y a une nécessité autre de s'inspirer, je sais pas, de faire de la documentation Oui, à partir du moment où c'est pareil, là, ça part toujours des personnages, donc là de Matteo en premier, mais de son entourage. Et donc une fois qu'on a campé un personnage qui lui peut être défini comme un pacifiste, anarchiste, fils d'anarchiste espagnol. Quand arrive la révolution russe, ils étaient, tout ce que j'ai pu lire sur cette période-là, tous les intellectuels même sont allés voir là-bas, mais même des gens qui étaient modestement des Monsieur Tout-le-Monde, étaient fascinés par ce qui se passait là-bas. Ils ont cru qu'on était en train de construire une société radicalement différente de celle qui existait. Et ils l'espéraient. Et donc, il y a effectivement des militants comme ça de base pratiquement qui sont allés voir là-bas ce qui se passait, quoi. Donc, à partir du moment où on décide de mettre ce personnage dans cette logique, il faut évidemment s'intéresser à ce qui s'y est passé à ce moment-là.
Et j'ai découvert beaucoup de choses d'ailleurs, parce que moi j'étais pourtant d'une famille communiste. Mon grand-père, etc., était militant communiste. Mon père n'a jamais été adhérent du PC, mais il était militant syndical. Donc j'étais baigné un peu dans ce culte-là du monde ouvrier. Et on en avait une vision, nous, très binaire, quoi. C'était les rouges d'un côté, les blancs de l'autre. Ouais. Alors les rouges, pour nous, c'était les bons, les blancs, les mauvais. Mais en fait, c'était bien plus compliqué que ça. Et donc, au sein même des révolutionnaires, il y avait des tensions, des tendances très différentes. Et voilà, j'avais envie de raconter aussi toute cette, comment dire, cette lutte d'influence qu'on a vu apparaître, alors là, qui est beaucoup plus connue pendant la guerre d'Espagne, du côté des républicains, il y avait des tendances qui se sont affrontées violemment, comme à Barcelone et tout ça. Alors ça c'est beaucoup plus connu, mais en Russie en 17, il s'est passé la même chose. Donc pour répondre à ta question sur le fait de s'intéresser vraiment à l'histoire, là on ne peut pas en faire l'économie, c'est sûr, parce que c'est une période précise, il s'est passé des choses importantes, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Alors ce qui est très étonnant, c'est qu'à la fois tu nous plonges, nous lecteurs, dans cette période, dans cette révolution intellectuelle, humaine, sociétale, et en même temps on vit plein d'autres aventures. Il y a des histoires d'amour, il y a des histoires d'amitié. Voilà, mais moi je pense que les choses sont bien plus liées que ce qu'on veut bien le dire. C'est-à-dire que même les engagements qui peuvent être des engagements d'ordre social, quoi, syndical ou autre, c'est pas déconnecté du reste. Souvent c'est parce qu'on est amoureux d'une femme qui milite à un endroit, tout ça se mélange, quoi, voilà. Moi je sais que quand j'avais 16 ans, j'étais donc militant des jeunesses communistes et tout, mais presque par habitude, comme j'aurais été à la messe si mes parents avaient été catholiques. Et en fait, j'allais aux réunions de cellules bien davantage parce que j'étais amoureux d'une fille de mon âge que par conviction politique viscérale, quoi. C'était, voilà. Donc tout ça, c'est bien sûr. Je pense que les engagements, même s'ils sont politiques, sont souvent liés aussi à des engagements affectifs. La grande histoire, finalement, s'est créée avec plein de petites histoires. Mais bien sûr. Et en plus, la partie la plus intéressante, puisque la grande histoire, tout le monde peut y avoir accès, c'est de raconter comment la petite histoire a été englobée dans la grande, quoi. Comment les gens ordinaires ont vécu, ou on peut imaginer qu'ils l'ont vécu. Voilà. Ce qui était difficile, c'était de se mettre, justement, de ne pas réécrire l'histoire avec le recul. Ça aurait été facile pour moi de dire, voilà, il y va, il voit que le début de l'expérience bolchevique et ne correspond pas à ce qu'il souhaite, et puis basta, voilà. Bon. Mais en fait, évidemment que ça ne s'est pas passé comme ça. Il y avait une telle espérance pour eux qu'ils essayaient de se convaincre que même les saloperies qu'ils pouvaient voir, ça allait s'arrêter ou ça allait pas durer, etc., quoi. Donc lui, il est quand même dans ce questionnement, Matteo. Il n'est pas radicalement, ça y est, j'ai tout compris. Il y a des choses qui lui vont pas et son ami... et ce qui était pour moi intéressant, c'est de ne pas faire des communistes. C'était des anarchistes qui y allaient. Mais les anarchistes, à un moment, se sont alliés, ils se sont fait broyer après par les bolcheviks, mais à un moment, ils les ont soutenus pour qu'ils accèdent au pouvoir, parce que c'était une façon de changer cette putain de société qui leur convenait pas, quoi. Merci, monsieur Jean-Pierre Gibrat. Ben, merci, mon cher. Tout le plaisir était pour moi, comme d'habitude. C'est la fin de cette émission d'Un monde de bulles entièrement dédiée au festival bande dessinée de Perros-Guirec. Merci à tous les organisateurs et surtout merci à tous les Bretons pour leur accueil chaleureux. Toutes les infos d'Un monde de bulles, c'est unmondedebulle.com, ma page Facebook, celle de l'émission, pour avoir au quotidien des infos sur la bande dessinée et sur les coulisses de votre émission entièrement dédiée au 9e art. Et puis le jeudi matin, c'est ma chronique coup de cœur dans le quotidien Métro. Voilà pour les infos. Ciao et à la semaine prochaine pour d'autres aventures. They say that time will kill the pain. I say that pain is gonna kill my time. Lord, won't you save me or leave me